Le module 5, les réactions chimiques et le concept d'équilibre. Dans le but de comprendre c'est quoi le phénomène d'équilibre et une réaction chimique qui atteindrait un état d'équilibre, il faut comparer avec ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire une réaction chimique dite complète. J'ai écrit ce qui apparaît à l'écran, là, une réaction chimique fictive A plus 2B qui donne 2C plus D. Faisons apparaître des quantités. Donc, imaginons qu'un chimiste a mis en présence 10 mol de A, 10 mol de B. Et là, évidemment, il n'y a pas de produit de formé. On est au début de la réaction. Puis là, j'ai envie de faire un exercice avec tout le monde. Vous allez mettre la présentation sur pause dans quelques instants. Puis vous allez calculer combien de mol de C, combien de mol de D vont être produits. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'on a mis 10 mol de A, 10 mol de B, mais la réaction est proportionnée 1 pour 2. Donc, il va se présenter ce qu'on appelle un facteur limitant. Fait que, mettez la présentation sur pause, prenez 4 minutes et essayez de déterminer par stoichiométrie les quantités présentes de produits et de réactifs à la fin de la réaction. Donc, pause et on se revoit dans 4 minutes. Le 4 minutes est déjà écoulé, donc allons voir ce qu'on a comme quantité. À la fin de la réaction, ce qu'on obtiendrait, ce sont les quantités suivantes. 5 mol de A, aucune mol de B, 10 mol de C, 5 mol de D. Rapidement, pour comprendre ces quantités-là, donc on a 10 mol et 10 mol en présence, mais on est dans un rapport 1 pour 2. Donc, 1 mol de A a besoin de 2 de B, 2 de 4, 3 de 6, 4 de 8 et 5 de 10. Donc, les 10 mol de B vont réagir au complet, donc 0 mol. Comme on a utilisé seulement 5 mol de A, il va rester 5 mol de A non utilisés. Donc, on va dire ici que le facteur limitant est la quantité de B. C'est cette quantité-là qui a fait en sorte que la réaction s'est arrêtée. Et pourquoi 10 et 5? On va aller voir nos proportions stoichiométriques. Dans un rapport de 2 pour 2 avec 10 mol, on forme 10 mol. Et dans une proportion de 2 pour 1, avec 10 mol, on forme 5 mol. Donc, ça, c'est les quantités qu'on obtient. Maintenant, ce qu'on appelle une réaction chimique complète, c'est une réaction qui s'arrête. Pourquoi elle s'arrête? Parce qu'à la fin, il y a un réactif au moins que tout réagit. Donc, la définition d'une réaction complète, c'est qu'il y a au moins un des réactifs qui est tout réagi. Donc, le 0 ici indique qu'on est en présence d'une réaction complète. La réaction ne peut pas aller plus loin. On n'a plus de réactif B. J'en profite quelques instants pour refaire un petit lien avec le module 4 où on parlait des vitesses de réaction chimique. Pourquoi? Juste pour vous dire que quand on était dans le module 4, on voulait parfois mesurer des vitesses de réaction chimique. Et à ce moment-là, concrètement, expérimentalement, du moins, on peut utiliser deux stratégies. On peut cibler un réactif et mesurer la disparition d'un réactif en fonction du temps. Et l'autre stratégie possible, c'était de mesurer l'apparition des produits en fonction du temps. Je ferme la parenthèse, voilà le petit lien avec le module 4. Maintenant, ça c'est une réaction chimique complète. Qu'est-ce qu'une réaction chimique qui atteindrait un état d'équilibre? On va aller voir ça. Donc, qu'est-ce qui est une réaction chimique qui atteindrait un état d'équilibre? Donc, je pars avec la même équation que tout à l'heure. A plus 2B qui donne 2C plus D. Je vais faire intervenir au départ les mêmes quantités, c'est-à-dire 10 mol de A, 10 mol de B. Il n'y a pas de produit de formé, on est au début de la réaction. À quoi ça pourrait ressembler une réaction chimique qui atteindrait un état d'équilibre ou qui serait en équilibre? On pourrait constater, et là, c'est un exemple que je donne, on pourrait constater les quantités suivantes. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, et là, la fin de la réaction, j'ai mis ça entre guillemets. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais à la fin de la réaction, on aurait 7 mol de A possible. Ça pourrait être d'autres quantités, mais on aurait peut-être 7 mol de A, 4 mol de B, 6 mol de C, 3 mol de D. Or, ce qui saute aux yeux, si on compare à la réaction chimique qui est complète, c'est qu'à la fin de la réaction, vous avez senti les guillemets, j'espère, à la fin de la réaction, on n'a pas de zéro du côté des réactifs. C'est comme si la réaction s'était arrêtée
Et pourtant, théoriquement, il n'y aurait pas lieu d'être parce qu'il reste des quantités de réactifs qui n'ont pas fini de réagir. En fait, devant une situation comme celle-là, les chimistes ne disent pas « Ah, la réaction s'est arrêtée, la réaction est complète ». Non, ils vont plutôt utiliser le terme suivant « Ah, la réaction chimique vient d'atteindre un état d'équilibre ». Qu'est-ce qu'un état d'équilibre? Comment on obtient un état d'équilibre? Pourquoi certaines réactions s'arrêtent, et là je mets ça encore en guillemets, s'arrêtent dans une situation comme celle-là? Ben, on va aller voir qu'est-ce que ça prend, quelles sont les conditions pour qu'un phénomène atteigne un état d'équilibre. Comme dit précédemment, le module 5, l'équilibre chimique, ce qu'on va s'attarder de faire dans les prochaines minutes, c'est de comprendre ce concept d'équilibre-là et quelles sont les conditions qui sont requises pour qu'une réaction d'équilibre puisse s'installer, pour qu'un système d'équilibre puisse s'installer. Donc, pour commencer, allons-y avec une définition. On définit l'équilibre chimique de quelle façon? Bien, comme un processus dynamique, et vous allez voir que le terme est important, comme un processus dynamique qui peut évoluer dans une direction ou dans l'autre, c'est-à-dire des réactifs vers les produits ou des produits vers les réactifs. Ceux qui ont le cahier d'exercice, on est dans le module 5 et on commence avec la page 4, bien que pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'utiliser ou d'aller ouvrir votre module 5 à la page 4, mais tout simplement de suivre la présentation. Les conditions pour qu'un système atteigne un état d'équilibre. Bien, la première condition, c'est que la réaction ou le phénomène soit réversible. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les phénomènes ne sont pas nécessairement réversibles. Je vous donne un exemple d'une réaction qui n'est pas réversible. Vous prenez du bois, vous faites brûler le bois, à la fin, il reste de la cendre et il y a du CO2 et de l'eau dégagée. Bien, il est impossible de prendre la cendre, le CO2 et le bois et de ramener ça à du bois. Donc, c'est une réaction qui est irréversible. Pour qu'on ait un système d'équilibre, ça prend une réaction qui puisse être réversible. Je vous ai donné l'exemple d'un phénomène simple, mais qui en même temps permet de réfléchir. De la glace. De la glace, c'est une molécule d'eau. C'est une molécule d'eau à l'état solide, mais cette glace-là peut fondre. Donc, de la glace solide qui devient de la glace, c'est-à-dire de l'eau liquide. Cette eau liquide-là, il suffit de faire changer un petit peu la température et cette eau liquide-là peut redevenir de la glace. Et donc, voyez-vous, ça, c'est un phénomène réversible qu'on pourrait écrire de cette façon-là. C'est-à-dire que l'eau solide et l'eau liquide, ben, c'est un phénomène réversible. Et là, vous voyez apparaître les flèches de réversibilité, qui en fait, c'est comme si on avait fondu ces deux flèches-là ici ensemble pour celle-ci. Mais en fait, la façon d'écrire une réaction réversible ou les flèches de réversibilité, ce qu'on voit beaucoup plus dans les manuels de chimie, c'est ce type de flèche-là que j'essaie de dessiner à l'instant. Donc, comme ceci. Donc, pour des raisons de traitement de texte, tout simplement, ce que j'ai à ma disposition, c'est ces doubles flèches-là. Donc, que vous voyez des flèches comme celle-là ici, ou comme ça, ou encore dans le meilleur des cas comme celle-là, ces flèches vont représenter un phénomène qui est réversible. Donc, première condition pour qu'on puisse voir s'installer un état d'équilibre, ben, il faut que le phénomène, que la réaction soit réversible. Allons voir maintenant les autres conditions pour qu'on puisse avoir un système qui sera à l'équilibre. La prochaine diapositive va nous permettre de réfléchir au type de système qui est requis pour qu'un système d'équilibre puisse s'installer. On va faire une réflexion simple avec un phénomène simple. Imaginons ceci. Vous pourriez même le faire chez vous. On prend un verre et on met de l'eau à l'intérieur du verre. On prend un crayon marqueur et on vient faire un trait pour connaître exactement le volume d'eau. Et ce verre-là, voyez-vous, on le laisse sur le comptoir, sur notre table dans notre chambre et on l'oublie pour la prochaine semaine. Quand on va venir faire une observation de ce système-là dans une semaine,
qu'est-ce qu'on aura très probablement observé? On aura observé que le volume d'eau a baissé, puis possiblement même qu'il n'y a plus d'eau dans le verre. Pourquoi? Parce que présentement, dans ce système-là, il n'y a qu'une direction possible, c'est que l'eau s'évapore. Donc, on a de l'eau qui s'évapore, et quand il n'y aura plus d'eau, ben, la réaction va être terminée, la réaction sera complète. Allons voir maintenant une petite modification apportée à ce système-là. Le même bécher, donc on met de l'eau à l'intérieur de notre verre. On fait un petit trait pour connaître précisément le volume d'eau à l'intérieur. La différence, c'est qu'on va le fermer hermétiquement avec une pellicule plastique tout à fait étanche. Et donc, on oublie encore notre verre pour plusieurs jours, mettons une semaine. Quand on va revenir à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on va observer à l'intérieur de notre système? Là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de réfléchir, même si le phénomène semble simple. Vous pourriez même mettre la présentation sur pause pour quelques instants. Qu'est-ce qui va arriver à la propriété qui s'appelle le volume d'eau? Est-ce que toute l'eau va être évaporée? Est-ce qu'elle ne sera pas évaporée du tout? Est-ce que ça va être juste un peu? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Donc, sur pause pour quelques instants. Une fois que vous avez fait votre réflexion, allons voir qu'est-ce que ça donne concrètement. En fait, ce que vous auriez dû ou que vous pourriez observer, c'est que le niveau d'eau a baissé un petit peu. Un peu. Mais qu'il se stabilise. Il finit par se stabiliser, donc le volume va devenir constant. Donc, au départ, le volume diminue un petit peu avec le temps, mais se stabilise. Pourquoi le volume se stabilise? Pourquoi le volume d'eau a baissé un petit peu dans les premiers jours? Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui explique ça? En fait, ce qui explique ça, c'est ceci. C'est que l'évaporation de l'eau est un phénomène naturel et ce phénomène-là se poursuit en fonction du temps. Donc, dans les premières heures, les premières journées, l'eau a continué de s'évaporer, donc le volume a diminué. Mais l'air qui est ici, là, entre le plastique et l'eau liquide, cet air-là finit par, et là le terme est important, l'air finit par se saturer en molécules d'eau. Quand l'air, l'atmosphère ici est complètement saturée en molécules d'eau, le phénomène d'évaporation va continuer, c'est un phénomène naturel, mais au moment où il y a une molécule d'eau qui va s'évaporer, comme l'air est rendu saturé en eau, vous savez ce qui va se passer, il y a une molécule d'eau gazeuse qui va se condenser liquide. Et c'est ce qui explique pourquoi le volume cesse de diminuer à ce moment-là. L'évaporation se continue, mais il y a de la condensation qui se fait au même moment. Et donc, on a l'impression que le volume d'eau cesse de diminuer. Ce qui est important ici, de s'apercevoir, c'est que le bécher fermé permet à l'eau de s'évaporer et de condenser, d'avoir un phénomène de réversibilité qui se déroule à la même vitesse. En fait, la notion d'équilibre chimique, c'est une notion qui dit deux phénomènes inverses qui vont à la même vitesse. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette petite réflexion-là ici, c'est que la deuxième condition pour qu'un système atteigne un équilibre, c'est qu'il faut que le système soit fermé. Faisons déjà un résumé. Quelles sont les conditions pour qu'un système atteigne l'équilibre? Première condition, il faut que le phénomène puisse être réversible. Le phénomène ou la réaction chimique puisse être réversible. Et même si la réaction est potentiellement réversible, il faut que cette réaction-là s'effectue dans un système fermé. Et quand le système est fermé, ça peut permettre d'atteindre ce qu'on appelle un état d'équilibre.